Bonjour à tous, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la première d'une série pour parler d'OpenAI, ChatGPT, DaVinci, genre tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. C'est un concept dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Je voulais vous partager mon avis, vous montrer quelques exemples, et puis je vous ferai une série de vidéos pour identifier ce qu'on peut faire avec, les limites, jusqu'où on peut aller et puis l'avenir avec cet outil. Alors, d'entrée de jeu, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que sur ContentRank, donc l'outil de rédaction, vous pouvez commander vos contenus pour vos blogs, pour vos sites internet et ainsi de suite. On a intégré un nouveau rédacteur qui s'appelle Gepetto. Gepetto, c'est OpenAI, c'est de l'IA, et vous pouvez faire une commande ici de contenu qui est rédigé par l'intelligence artificielle. On va le relire pour vous si vous n'avez pas le temps. Vous pouvez aussi le relire. On commence à 1 euro à peu près le contenu. On monte jusqu'à à peine 10 euros, 7 et quelques je crois, pour un contenu qui est relu selon le nombre de mots que vous demandez. Voilà, donc les prix ont énormément baissé pour la génération de contenu. C'est pas de la rédaction humaine. Je vais vous montrer les limites. Aujourd'hui, on est sur le modèle 3, GPT-3. On a demain, quand je dis demain, c'est dans quelques mois, peut-être une année au pire, GPT-4 qui arrive. GPT-4 est des milliers de fois plus gros que GPT-3, donc on est sur une tendance. J'entends beaucoup de gens dire oui, GPT-3 est pas au point. Oui, c'est pas au point. Les datasets sont pas complets, il manque plein de choses, il n'y a pas de souci là-dessus, mais on est sur une tendance qui fait que la version 4, la version 5, la version 6, la version XN va faire que l'IA est clairement au-dessus et on va faire énormément de choses avec. Donc, dans cette démo, c'est juste pour vous dire, voilà, vous pouvez commander des contenus générés avec IA. Moi, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire. On va commencer par parler de OpenAI, évidemment Silicon Valley, voilà, qui est derrière l'OpenAI. Donc là, j'ai pris le site web Wikipédia, hein, clairement, qui donne des infos. On retrouve Elon Musk, voilà, clairement. On retrouve Peter Thiel, très connu dans la Silicon Valley, notamment dans la série Startup. Si vous l'avez vu, on a Amazon Web Service qui est en fait l'hébergement Amazon, ok, et on a Reid Hoffman. Tous ces gens-là se sont connus chez PayPal, à l'époque de PayPal, et on a effectivement dans la Silicon Valley une espèce d'empreinte des gens qui ont lancé PayPal, qui continuent à avoir des bonnes idées, qui continuent à avoir le nez fin sur les bons investissements. Elon Musk, on peut le détester, on peut dire que c'est un gros enculé sur plein de choses, mais il a quand même le nez fin sur les bons business. Tesla & Co. Donc on peut détester le mec, il n'est pas... Voilà, on n'aime pas ce qu'il dit sur Twitter, on n'aime pas la manière dont il gère, n'empêche qu'il a quand même eu le nez fin sur pas mal de choses. Tout le monde sort à peu près, on va dire, de Stanford. Stanford, les fondateurs de Google, Larry Page & Co. sortent aussi de Stanford, donc on est quand même dans un univers assez proche. Et tout le monde a un peu la même éducation dans ces milieux. On n'oublie pas que derrière, en termes de budget, c'est quand même Microchiotte, ici, qui a financé et qui commence à financer OpenAI. OpenAI n'aurait pas pu sortir, n'aurait pas pu développer tout ce qu'il a fait sans des millions ou voire des milliards d'euros d'investissement. Certainement que Microsoft va en refoutre, va se remettre au bassinet clairement pour refinancer les prochaines innovations. N'oublions pas que Microchiotte, c'est Bing, concurrent de Google. Ok, donc gardez ça quand même à l'esprit quand on parle de watermark, quand on dit oui mais OpenAI va mettre un watermark, va indiquer quels sont ses textes, comment est-ce qu'on peut les repérer, nanana. Microsoft est concurrent de Google, donc pourquoi Microsoft irait vendre des clés de DHH ou des identifications, ce qu'on veut, voilà. Si on regarde vraiment dans le détail, il y a Ken Scott qui a été payé il y a quelques années. Il a passé 1 an à développer un watermark. Donc le watermark est prêt, il n'est pas mis en place, mais pour moi il est dispo et il peut en quelques jours être mis en place. Je pense que le gros problème, puisque derrière OpenAI c'est quand même des universitaires, c'est quand même des intellectuels,
qui ont peur au niveau de la pédagogie et des étudiants qui utilisent ChatGPT et OpenAI, on va le voir juste après, pour clairement faker leurs devoirs, hein, faker tout ce qu'ils peuvent faire. On va le voir sur des petits case study de maths de 6e, voire de CM1 ou de CM2. Mais je pense pas que nous, SEO, on soit véritablement ciblés pour l'instant, sauf si on se met à générer des milliers et des milliers de contenus. Donc on va en parler, on verra ça dans les autres vidéos, mais pour l'instant, voilà un petit peu le côté de ChatGPT. On a commencé avec GPT-2. Lors du SEO Camp en 2019, on a vu une conférence sur GPT-2 qui était déjà bluffant, qui rankait, qui se positionnait, voilà. On est passé au 3. On a aussi DALL-E qui fait de l'image, voilà. Et puis ChatGPT qui est un peu la version, j'ai envie de dire la version du pauvre de OpenAI. OpenAI étant une API, je vais vous le montrer juste après. Et ChatGPT, c'est déjà un prompt. Alors, qu'est-ce qu'un prompt ? Un prompt, c'est une manière de parler à OpenAI. Donc, on utilise GPT-3. Là, c'est le modèle DaVinci, le nouveau modèle DaVinci. On l'utilise, on lui parle. Mais quand on pose des questions à ChatGPT, qui est la version vraiment grand public, c'était la démonstration de force d'OpenAI, de dire voilà de quoi on est capable. Ils l'ont mis gratuit, ils l'ont rendu dispo à tout le monde et tout le monde a pu taper et s'amuser dedans. C'est pour ça que c'est passé sur TF1, c'est pour ça que c'est passé sur M6 et ainsi de suite. Voilà. Donc on a la version ici de l'API, Welcome to OpenAI, c'est une API. On peut utiliser ce qu'on appelle le Playground pour lui poser des questions, mais on a aussi des versions API où on peut l'utiliser à distance. Voilà. Si vous allez sur OpenAI, vous avez la version de ChatGPT. ChatGPT, c'est encore une fois la version grand public, donc il vous explique plein de choses. Tout est détaillé, donc si vous voyez passer sur Twitter et ainsi je sais pas, n'importe quel réseau social, voilà, je te file, je sais pas, en PDF, les 10 prompts, les machins. Tout vient d'OpenAI, puisque OpenAI a dévoilé dans sa doc tout ce qu'il fallait faire. Il explique tout, c'est vraiment très détaillé. Ok ? Je vais commencer à killer. Voilà. Souvent, vous aurez sur ChatGPT ce type de timeout. C'est un plantage. C'est clairement que voilà, les serveurs sont out. Il y a trop de gens dessus, donc ça plante. C'est le début. Voilà, ça c'est sorti il y a 3 semaines à peu près. Hein. Nous, ça fait un petit mois qu'on est dessus. Bon, bah voilà, ça a planté. C'est pas très grave. Ça va s'améliorer. Mais c'est une des limites qu'on a. C'est qu'aujourd'hui, ça plante. Voilà, parce qu'il y a trop de gens dessus, il y a des millions et des millions d'utilisateurs qui au même moment font des requêtes. Bon, c'est pas très grave. Moi, j'ai essayé plusieurs choses sur la partie... Alors, j'insiste vraiment, je suis sur le chat OpenAI. Chat OpenAI est un prompt de l'API OpenAI GPT-3. C'est déjà une imbrication. Quand on écrit des choses ici, il refait un prompt qui envoie à OpenAI. Quand on parle à OpenAI en direct par API ou par le Playground, on peut lui faire des prompts spécifiques. Je lui ai mis tout simplement un dilemme, on va dire, une question en fait, avec un truc assez complexe. Voilà, le calife de Bagdad convoque tous les gens, blablabla. C'est un truc que j'ai trouvé sur un site de maths qui était assez complexe et que j'ai trouvé assez long. Et il va me répondre. Voilà. Pour avoir ce résultat, il faut bien comprendre que j'ai fait 7 ou 8 générations. Je ne l'ai pas eu du premier coup. Donc déjà, c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre avec OpenAI. C'est une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a appris sur quoi ? Sur ce qu'on appelle des datasets. Les datasets, c'est ce qu'on lui a donné à manger. Ok ? On lui a donné Wikipédia, on lui a donné tout un tas d'encyclopédies, d'informations, d'articles de blog, de livres. Voilà. Et elle est capable de digérer tout ça. Et c'est justement la création de l'IA qui est de dire, voilà, prends toutes les infos que tu as à ta dispo, fais une synthèse et ressors-moi ce que tu sais. Donc, elle est capable de réfléchir, mais des fois, elle se plante. Et c'est ce qu'on dit sur OpenAI, et c'est son propre fondateur, dirigeant qui le dit. Elle affirme avec aplomb des choses fausses. Donc, vous avez à peu près 20 à 30% de sorties fausses. Vous générez 10 fois la même question. En quelle année est né le général de Gaulle ? Quelle est la hauteur de la tour Eiffel ? Vous aurez 7 fois sur 10 des bonnes informations.
et 3 à 4 fois ou 2 à 4 fois sur 10 des mauvaises informations. C'est normal, on est au début de la chose, il faut vraiment voir plus loin et comprendre la capacité, vraiment l'univers et l'environnement du truc, c'est colossal. Donc aujourd'hui, c'est pas tout à fait top, c'est pour ça qu'il faut relire, et c'est pour ça qu'on explique, notamment sur Content qu'on a une option où vous pouvez faire relire l'IA, parce que tout n'est pas vrai, et il faut vérifier l'information. Okay, mais voilà, on a quelque chose qui est... Statistiquement, l'IA se trompe moins qu'un être humain. Okay, parce qu'on est sur une statistique de mots futurs. Quand j'utilise tel verbatif ou tel ensemble de mots, statistiquement, les mots suivants sont un tel, un tel et un tel. Donc, globalement, on est quand même sur de la statistique. On est sur un fait que, voilà, tel mot va sortir après tel mot. C'est un peu un genre de tirage. Donc là, il me résout tout à fait le dilemme. Il m'a tout à fait donné la bonne réponse. Donc là, je suis encore une fois, je le répète, sur ChatGPT. J'ai posé une question pour vous montrer un peu comment on peut orienter. Imaginons que je suis un mafieux et je veux me trouver un nom. Voilà, donne-moi un surnom de mafieux qui va effrayer mes concurrents. Là, il nous sort Le Parrain, The Godfather, qui est un truc connu. On pourrait le relancer plein de fois pour qu'il nous donne plein de fois des noms. Et à un moment donné, on va peut-être en trouver un qui est intéressant. Il ressort ce nom, il ressort ce film qui est très connu. Donc vous avez été producteur de vidéos, vous avez été réalisateur, voilà, Le Parrain ressort, donc il vous ressort ce truc. On le ressortirait plein de fois, et vous voyez quand même qu'OpenAI pour l'instant a mis un petit plus ou plus moins pour lui permettre de nous faire un feedback, et l'IA va apprendre de ces feedbacks en automatique justement. C'est pour ça que ChatGPT a été lancé de manière aussi colossale, aussi large, pour que les gens fassent un feedback. Et l'IA va apprendre de ce feedback. Ok ? Je vous ai montré d'autres choses. Donc là, j'ai dit, voilà. Je me suis dit, je vais me mettre en tant que vendeur. Moi, je vends des piscines en bois. Il faudrait me donner des arguments pour que des clients qui n'ont pas d'argent puissent acheter mes piscines. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles une piscine en bois peut être un bon choix pour les clients et de revenus modestes. Voilà, le coût abordable, la durabilité, l'esthétique, la facilité, l'installation, la personne. Voilà. On pourrait lui poser plusieurs fois la question, on pourrait reformater un petit peu mon input, ce qu'on appelle input, c'est ici la question que je lui pose, avec des choses plus précises, mais déjà on commence à avoir des arguments. Donc on voit déjà dans les métiers de la vente, ok, on pourrait lui demander des arguments, d'accord. Dans les métiers par exemple des RH, on pourrait voir des questions à poser, genre il faut vraiment le voir comme un assistant qui va nous donner des idées. Il n'est pas encore capable aujourd'hui de tout faire, mais il peut donner des idées, donc il faut lui poser des questions un peu en mode conversationnel, c'est le rédacteur augmenté, je travaille, comment l'IA peut m'aider à faire mon travail d'une meilleure manière, à me trouver des meilleures idées et à aller plus loin. C'est comme ça vraiment qu'aujourd'hui il faut voir OpenAI, alors je suis encore sur chat encore une fois, mais OpenAI d'une manière générale. On le voit sur la rédaction de contenu, ça sort des très très belles choses. Voilà, je lui ai dit là, donne-moi une idée de nom de marque pour une boîte qui ferait de la construction de maisons individuelles. Voilà, maison sur mesure, maison unique. Maison unique, c'est pas mal. Hein, maison de rêve, maison de prestige, maison d'exception. Voilà. La tare qu'il a, c'est qu'aujourd'hui, quand on lui relance cette question, il ressort souvent les mêmes réponses. Donc si vous êtes plusieurs constructeurs de maisons à l'interroger, vous êtes potentiellement plusieurs à trouver le même nom de marque. Voilà. Mais ça sort des idées, on pourrait affiner. Hein. Donne-moi des idées d'un nom de marque, il fait de la construction de maisons individuelles, dans la région de Bordeaux, qui ne concerne pas ceci, cela. Vous voyez, on pourra aller beaucoup, beaucoup plus loin. Il faut vraiment le voir comme un assistant, encore une fois. Et ici, je lui ai dit, voilà, là c'est plus de la rédaction SEO. Comment faire du home staging dans une salle de bain? Il me répond. Voilà, et je pourrais, si j'étais rédacteur, venir compléter, utiliser ce plan pour lui dire, écoute, maintenant, explique-moi comment nettoyer soigneusement une salle de bain pour qu'elle soit propre et ordonnée. Et il me donnerait peut-être un paragraphe que j'intégrerai dans mon contenu, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu les démos de ce qu'on peut faire avec ChatGPT, et comment il faut l'intégrer dans votre stratégie. L'idée, c'est pas forcément de le prendre au pied de la lettre de ce qu'il vous dit, mais peut-être de l'utiliser vraiment comme un assistant conversationnel. Voilà, nous sur Content, on l'a vraiment intégré comme un rédacteur qu'il faut relire ou qui peut être relu par nos correcteurs, mais qui peut vous permettre de trouver des bonnes idées
de générer des contenus, de générer des arguments, de générer plein de choses. Moi, je fais des arguments de vente avec, on peut faire des pages de vente, on peut rédiger des emails, on peut trouver des idées de contenu, on peut faire des plannings rédactionnels, il y a plein de choses, il faut juste converser avec lui. Aujourd'hui, il est effectivement très mal vu dans les facs et dans les écoles, parce que les gamins deviennent débiles à force de résoudre leurs problèmes avec. Mais dans les années, même dans les mois à venir, il va être très bien utilisé. C'est clairement un cataclysme, hein. On a eu la révolution du Minitel, on a eu la révolution Internet, on a eu la révolution Google. Voilà, là on a la révolution en fait OpenAI, il va falloir vivre avec. Et si on ne veut pas vivre avec, on va clairement, pour moi, rester dans des métiers qui vont crever d'ici une année ou deux ou trois ou quatre, j'en sais rien, je suis pas devin, mais à terme, le job, ça va être de l'utiliser vraiment comme un assistant. Voilà, c'était la première vidéo d'introduction OpenAI et intelligence artificielle d'une manière générale, parce qu'encore une fois, là, c'est le modèle OpenAI. On en a plein d'autres. On a Cortex, on a SEO TXL. Genre, bref, il y a plein de choses qui commencent à naître en termes d'intelligence artificielle. On aura certainement d'autres modèles et d'autres acteurs qui vont intervenir dans les mois ou dans les années à venir. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Mettre un like sur la vidéo, ça va m'encourager à en faire d'autres et à vous montrer d'autres choses sur l'intelligence artificielle. Et comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez les notifs. On se revoit bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.